Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout, bienvenue au grand débat de ce 22 décembre 2024. C'est tout aux couleurs de la célébration de la Nativité ou la fête de Noël. On va par anticipation souhaiter un joyeux Noël à tous les compatriotes qui sont connectés dans les 10 régions du Cameroun, 10 régions, mais aussi ceux qui nous regardent au-delà de nos frontières et qui sont bien sur la page Facebook en direct sur Cam10 Télévision. Ce n'est pas seulement une fête chrétienne, c'est aussi la fête des cadeaux. On veut étendre nos vœux pour tous ces enfants qui n'ont pas eu la chance de passer une agréable année, mais que le miracle de Jésus ou bien s'opère et que nous puissions ensemble offrir de bonnes fêtes à nos familles. Dans ce contexte, c'est déjà la fête au Cameroun et même dans les différentes institutions, sauf que pour des questions de sécurité, la fête doit être encadrée par des mesures bien rigoureuses. L'interpellation du ministre de l'administration territoriale a été faite et l'écho naturellement dans tous les médias cette semaine, c'était justement dans le cadre de la grande réunion des gouverneurs, la traditionnelle réunion pendant le mois de décembre qui s'est tenue ici à Yaoundé. Yaoundé qui était aussi le cœur de l'Afrique, la capitale de la CEMAC avec le sommet extraordinaire qui a vu naturellement de nouvelles réformes et d'autres fortes décisions sous la houlette de tous ces présidents présents et naturellement les hôtes du sage africain, son excellence Paul Biya qui a insufflé d'ailleurs de nouvelles réformes pour les grands défis de la CEMAC et les différents pays concernés. Yaoundé aussi a été le cadre de la grande discussion autour des subventions de l'État allouées à la Fédération camerounaise de football, l'argent pour l'organisation des championnats d'élite, c'est-à-dire One et Two, et l'inquiétude de certains présidents par rapport à la gestion de ces fonds. On reviendra un tout petit peu sur la question avec le panel qui s'installe, mais avant, comme de tradition, il n'y a pas que ces sujets qui seront sur la table du grand débat ce dimanche. L'actualité a été dense et bien relayée par nos confrères de la presse écrite au quotidien quand il est 6h45 dans l'émission K-Matinale. Elle nous ouvre les portes des différentes rédactions pour la revue de presse et le dimanche, la grande rétro que nous offre Clara de Maraps avec la réalisation de Mardoché Kuaté pour la rétrospective. C'est l'occasion pour vous de bien vous installer et de faire le plein de l'actualité sur Cam10 Télévision. Mesdames, Messieurs, le grand débat est lancé. Bonjour Aimé Moukoko et bonjour à nos invités de ce dimanche matin. Ouvrons la revue de presse de ce 22 décembre 2024 avec le quotidien Cameroun Tribune qui, pour revenir sur la rencontre des chefs d'État de la CEMAC, a titré à sa une « Afrique centrale, retrouvailles à Yaoundé ». Le journal a précisé dans ses colonnes cette semaine qu'à l'initiative des présidents Paul Biya du Cameroun et Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, les chefs d'État des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont donné rendez-vous à Yaoundé au Palais de l'Unité pour passer en revue la situation économique de la sous-région. Sur cette même actualité, pour le quotidien de Georges Alain Boyomo, Mutation, il est nécessaire de s'ajuster pour éviter de chavirer. Le journal dans ses colonnes a rappelé que réunis à Yaoundé cette semaine, les chefs d'État de la CEMAC ont pris l'engagement de relever les économies et stabiliser les finances publiques dans cette sous-région afin d'éviter le désastre. À l'issue de cette même conférence des chefs d'État de la CEMAC, le quotidien de l'économie fait savoir qu'en ce qui concerne les réglementations d'échange, les industries subissent de nouvelles pressions. Elles ont une fois de plus été appelées à rapatrier les avoirs en devises détenues à l'extérieur de la CEMAC. Poursuivons la revue de presse de ce dimanche avec le journal Le Drapeau. CAF Awards 2024, Paul Biya honoré. Dans ses colonnes, le journal Le Drapeau nous fait savoir que lors de la cérémonie des CAF Awards 2024 à Marrakech le 16 décembre dernier, le Cameroun est distingué avec plusieurs récompenses majeures. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a été récompensé par le prix d'excellence de la CAF, une reconnaissance de son engagement de longue date pour le développement du football camerounais et le développement du football africain.
Cette semaine également a été marquée par la conférence des gouverneurs. Administration territoriale, le MINAT évalue la situation sécuritaire et l'exécution des projets. C'est le titre choisi par le journal Info Matin cette semaine pour nous faire savoir qu'à l'ouverture le 18 décembre dernier à Yaoundé des travaux de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région, le journal Info Matin nous précise que les travaux vont s'attarder sur les levées des contraintes dans la réalisation des grands chantiers de développement et assurer l'ordre public, la paix et la sécurité aux citoyens avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Au cours de cette même conférence, le journal Le Quotidien, dans son numéro du vendredi 20 décembre 2024, informe que le MINAT a donné un ultimatum aux églises de réveil illégales. Au terme des travaux, le journal Réalité Plus rassure les populations sur la sécurité en cette période de fin d'année. Le journal rappelle que la DGSN et le CED, chargés de la gendarmerie, ont présenté les différentes actions menées par la police et la gendarmerie pour lutter contre la criminalité et le grand banditisme dans nos villes. Parlons à présent des délestages dans la ville de Yaoundé avec le quotidien Mutation. Dans son numéro du vendredi 20 décembre, le journal a déclaré dans ses colonnes que l'énergie électrique est de nouveau rationnée dans la ville de Yaoundé. Les perturbations en cours sont causées par l'étiage jugé précoce à Menveleu, des travaux à Songloulou et des problèmes de transport d'électricité, entre autres. Ce sont là quelques raisons évoquées par le quotidien Mutation cette semaine en ce qui concerne le délestage dans la ville de Yaoundé. Après Yaoundé, dans la région du centre, direction la région de l'extrême nord du Cameroun, où 708 anciens Boko Haram ont été réintégrés d'après le journal Le Jour. Dans ses colonnes, le journal Le Jour a précisé que le 18 décembre 2024, le Comité national de désarmement, de démobilisation et réintégration a entrepris une série d'activités d'envergure dans le cadre de ses missions. Ces événements coïncident également avec son 6e anniversaire. Le journal La Météo, lui, cette semaine, s'est intéressé aux produits de grande consommation et a annoncé que le gouvernement lance une campagne spéciale de vente promotionnelle. Cette vente a débuté le 21 décembre sur les sites du boulevard du 20 mai, Carrefour Mec et Esplanade de l'ancien sous-préfecture de Yaoundé 4e à Kondengui. Pour ce qui est de la ville de Yaoundé, Luc Magloambaga Tangana précise que l'initiative qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national a pour objectif d'accompagner les consommateurs de façon optimale pendant les fêtes de fin d'année dans un contexte de renchérissement des prix. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Merci à Clara Demarabs et on va souhaiter bien des choses à toute l'équipe de la rédaction centrale de Cam10 Télévision déployée même en ce moment pour vous permettre de vivre toutes les actualités. Vous avez remarqué que la semaine a été très dense et hier encore c'était la grande célébration de Noël pour les plus petits. Et nous prions Dieu de continuer à nous donner la force et le courage, surtout les moyens. Je ne sais pas comment son Noël ou ses fêtes de fin d'année s'annoncent, mais je l'accueille en disant bienvenue aussi pour la première fois dans ce studio flambant neuf de Cam10 dans le grand débat, on va le dire ainsi. C'est la deuxième fois, je pense bien, pour ne pas me tromper. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Mokoko, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à l'honorable Essomba avec qui nous allons partager le plateau et aussi aux autres co-panélistes que vous présenterez. C'est toujours un honneur pour moi d'être sur votre magnifique plateau les dimanches pour essayer d'apporter notre modeste contribution à la construction de notre pays. Ça bouge beaucoup du côté du RDPC en termes d'actualité, mais aussi le PCRN que vous représentez sur ce plateau. On a vu la sortie de votre président national. Ce serait quoi la densité de ce qui nous attend ou vous attend pendant les fêtes de fin d'année? Non, bien sûr, c'est comme cela qu'un parti politique doit fonctionner. Nous ne sommes pas le genre de partis qui sont des partis dits électoralistes, c'est-à-dire que vous ne les sentez que quand il y a des élections. Non, nous travaillons au quotidien parce qu'un parti politique a d'abord pour première mission la formation idéologique de ses membres. Donc, vous avez remarqué tous ces derniers temps, l'honorable Cabral Lébi, le président national du PCRN, est en tournée au Cameroun et même à travers le monde pour expliquer au Cameroun
aux Camerounais son projet de société dans le livre intitulé, dont le titre est ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture. Donc c'est ça le travail d'un parti politique, faire l'éducation politique, l'éducation idéologique et l'éducation citoyenne. Donc pour nous, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme cela qu'un parti politique doit fonctionner. Bien, c'est un devoir régalien. Merci à Yaya Bello qui porte la voix du PCRN, mais aussi juriste à 16h pleines. Un invité qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux de Cam10 Télévision. Un autre parti, le FDC, jeune mais très dynamique sur le terrain. Monsieur Noah, bonjour et merci d'être avec nous pour le grand débat cette fois. Merci beaucoup, Aimé, et de me faire honneur ce matin. Je voudrais dire merci à Dieu parce que c'est lui, à lui seul la gloire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Je le dis tout en ayant des larmes aux yeux parce que le week-end dernier, nous sommes allés faire les derniers adieux à notre militante exceptionnelle qui était la présidente communale de Yaoundé 7 du côté de Yamben, dans l'arrondissement de Bokito, département du Mbamenoubou. Et c'est par là que j'ai compris, M. Moukoko, que la vie est en un mot zéro. Parce que chaque jour, il y a des gens qui quittent autour de nous, ça fait mal. Et à cela, je vous sors en disant que, en saluant mes camarades de la chapelle politique, qui sont certainement devant leurs petits écrans. Je voudrais saluer particulièrement M. Bello, que j'ai la chance à tout moment de partager les partages, surtout ici à Cam10, et honorable qui est avec nous. C'est magnifique de voir ce studio et cela prouve que le travail est en train de se passer bien. C'est ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Merci. Merci Bertin Noah, secrétaire général du FDC. On va justement meubler le décor avec un autre parti politique. Il est forcément en train d'arriver au pas de course, l'UPC, son secrétaire général, ancien maire de Macaque, Sylvestre Niek, qui devra être avec nous. Et aussi Stéphane Digui, juriste et président du concept Let's Protect Our Stars. Mais on va dire que le débat est lancé. On va aborder justement, après la transition, la mise en bouche, qui nous permet de revenir sur ce grand rendez-vous du Cameroun pour les pays de la CEMAC juste après ceci. Le sommet extraordinaire de la CEMAC a été au cœur de toutes les actualités, déjà depuis la fin de semaine dernière, avec l'arrivée des différents chefs de l'État en terre camerounaise. L'invitation du président Paul Biya n'a pas été vaine, encore que la qualité des échanges ont d'ailleurs amené beaucoup d'analyses et de commentaires des experts. On a la chance d'avoir un parlementaire, d'ailleurs on fermait la semaine dernière la session, mais davantage les défis de la CEMAC étaient sur la table. Plusieurs justement sujets ont été abordés, mais on revient un peu sur le plaidoyer du chef de l'État, sur les réformes urgentes à faire pour la CEMAC. On va pas aller en détail, mais que retenir, honorable Essomba Bengono, de ce mouvement qui remet encore en liesse la dynamique des pays de la CEMAC, malgré une ou deux absences remarquées à ce rendez-vous? Je crois qu'il faut d'abord dire à
ce qui nous regarde que la réunion qui a eu lieu lundi dernier à Yaoundé était la conférence des chefs d'État. C'est la plus haute instance politique de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La conférence des chefs d'État, dit le traité révisé de la CEMAC, à son article 12, précise que la conférence des chefs d'État est la plus haute instance d'orientation politique. Donc les décisions qui ont été prises sont des décisions essentiellement politiques qui s'adressent au Conseil des ministres de la CEMAC, qui est dans la deuxième instance, et au comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, qui est l'un des 5 organes spécialisés. Cela veut dire qu'il faut retenir au moins 2 choses. La première chose, c'est que mécaniquement, on devrait s'attendre à ce que le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale siège dans les prochains jours, pour mettre en œuvre sur le plan technique les recommandations et les prescriptions des chefs d'État, et que le Conseil des ministres, qui est dans la deuxième instance de décision, puisse aussi se tenir. Il faut également retenir au moins trois grandes décisions, à de mon avis. Je crois que je peux retenir le rappel à la solidarité, parce que la solidarité est essentielle en ce qui concerne la CEMAC. La solidarité dans les difficultés, la solidarité y compris pendant les moments de prospérité. Et là, nous sommes dans une situation où on a besoin, autant pour moi, de la solidarité de tous les États, des 6 États, mais aussi de nos partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et les institutions financières auprès desquelles sont logés les près de 4 000 milliards au moment où le chef d'État se réunissait, près de 4 000 milliards qui représentent des ressources issues de la vente de nos ressources, notamment pétrolières et minières. Solidarité parce que nous avons besoin que cet argent vienne dans les comptes de la BEAC, qui est la Banque centrale en zone CEMAC, pour qu'on puisse donc véritablement voir quel est notre vrai poids sous-régional. La deuxième grande décision qu'il faut retenir, c'est la nécessité d'aller rapidement vers la maîtrise des soldes budgétaires. J'explique pour ceux qui nous regardent que la dette qui nous pose le plus de problèmes, la dette qui pose le plus de problèmes à nos États, c'est celle qui résulte de la différence entre nos exportations et nos importations. C'est une dette au comptant qui affecte généralement notre balance et qui fait qu'on est obligé de solliciter les réserves de change pour la rembourser. Cette dette-là est différente de l'autre dette qui est la dette à terme. À terme parce que elle peut être remboursée sur une certaine durée dans un calendrier ou un état progressif de remboursement. Donc cette dette à court terme qui est la dette au comptant, au moment où le chef d'État se réunissait, posait également un problème. C'est pour cela que les partenaires financiers ont été sollicités pour apporter des appuis pour qu'à partir du 1er janvier, au moins, en ce qui concerne un pays comme le Cameroun, cette dette tourne autour de 300 milliards de francs. Donc, ça c'est la deuxième grande décision. La troisième grande décision, de mon point de vue, c'est qu'il faut relancer, et les chefs d'État l'ont dit, les mesures de politique budgétaire qui permettent d'aller vers une maîtrise à tout le moins plus efficace de l'endettement public. Étant entendu que ce qui pose le plus problème, ce n'est pas tellement la dette elle-même, parce qu'on connaît des pays qui ont percé le plafond d'endettement en relation avec leur PIB, mais c'est la soutenabilité générale des finances publiques de nos pays. La soutenabilité générale, pour ceux qui nous regardent, étant la capacité de l'État à mobiliser toutes ses ressources pour assumer toutes ses charges budgétaires, la dette, les salaires, les subventions, la fonction tutélaire, la fonction économique et autres. Donc,
les chefs d'État ont secoué la machine pour que très rapidement un certain nombre de choses soient relancées, et nous nous réjouissons de ce que au terme de cette conférence ils aient décidé d'aller dans les actes concrets pour que très rapidement la situation des soldes budgétaires soit maîtrisée, le rapatriement des fonds détenus dans un certain nombre de banques soit effectif, et que nous allions vers une maîtrise de l'endettement. Naturellement, ceux qui sollicitent les appuis auprès du fonds doivent naturellement convenir de tout cela avec le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Merci honorable Essomba Bengono. On a de belles images d'ailleurs réalisées par les équipes de Tamdis Télévision qui étaient présentes au palais. On rappelle d'ailleurs que l'engagement renouvelé des chefs de l'État de la CEMAC en faveur des réformes fait écho aux prescriptions de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA. D'ailleurs, Jean-Luc Mastaki, un des hauts cadres, précisément le directeur du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique, disait à l'intention des chefs d'État qu'il va falloir accélérer rapidement la mise en œuvre et effective des différentes politiques pour les réformes énoncées pendant ces échanges. La question de ce sommet extraordinaire de la CEMAC préoccupe tous les Camerounais, mais aussi notre très cher Stéphane Edigui, qui nous a retrouvés depuis quelque temps sur le plateau, en lui souhaitant la bienvenue et un joyeux Noël par anticipation. C'est déjà son ressenti par rapport à ce mouvement d'ensemble autour du président Paul Biya et des autres présidents, les chefs d'État de la zone CEMAC. Merci Aimé Moukoko de m'avoir invité sur votre plateau. Je voudrais saluer mes copanélistes avec beaucoup de déférence et même de révérence. J'ai à mes côtés un ancien maire et devant moi un honorable. Vous comprenez que, et sans oublier les autres qui sont certainement potentiellement soit maires, soit sénateurs, soit même députés dans les années à venir, la modeste personne que je suis ne peut que se sentir honorée que d'être sur un plateau comme celui-ci. Lorsque je l'ai dit, je dois vous avouer que j'ai été impressionné par la mobilisation de ces grands esprits, parce que ce n'est pas tous les jours que les chefs d'État, fut-il de l'Afrique centrale, se réunissent pour parler effectivement des problèmes qui minent leur communauté. Il faut le dire, comme le disait un peu plus savamment que moi, l'honorable Bengono tout à l'heure, la conférence des chefs d'État est en réalité l'instance suprême qui a pour objectif de définir la politique générale de la communauté, pour parler de manière prosaïque. On peut simplement observer que des présidents qu'on attendait, il y a M. Déby qui n'a pas pu être là, le président tchadien, compte tenu de la situation on ne peut plus conflictogène qu'a connu, je ne sais pas si c'est toujours le cas en ce moment, le Tchad. Mais voyez-vous, lorsque des grands esprits se réunissent comme ça ne peut pas être aussi simplement que tout ce que l'honorable vient de dire là. Ce n'est pas que ça. En fait, ça c'est la face visible de la chose. Et les choses visibles sont souvent, à mon humble avis, tout le monde peut y avoir accès, pour autant que on ait un peu le désir, un peu de curiosité. On lit, puisqu'il y a d'ailleurs eu un rapport, un rapport final de cette conférence. Mais il faut comprendre le prétexte, parce que le prétexte, on annonçait une dévaluation du franc CFA, comme cela s'est fait en 1994, à l'époque, je crois, du ministre Antoine Chini. Et la dévaluation, c'est quoi? C'est que la monnaie, votre monnaie, diminue en termes de valeur. Il y a une inflation. Donc, désormais, les produits importés, c'est-à-dire les produits qui viennent de l'extérieur, coûtent plus cher et dont la vie devient plus difficile. Je crois que le président de la République, parce qu'il faut le dire, cette initiative est celle du président de la République du Cameroun et du président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, qui est président en exercice en ce moment. Donc, il fallait anticiper pour non seulement rassurer les populations, mais aussi pour essayer de trouver
les moyens de pouvoir, si vous voulez, atténuer la menace. Je crois que c'est ce qui s'est passé, même si on nous a rassuré que la dévaluation n'était pas était loin de nous, mais il faut dire que comment est-ce qu'on dit ça, cette menace planait, elle planait, et je crois que tous ceux qui sont sérieux dans le landerneau politico, économique ou même journalistique savent que la menace planait. Mais moi, vous savez, quand les grands esprits se réunissent comme ça, oui, on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup des choses sophistiquées, mais on devrait aussi parler de l'harmonisation, par exemple, des produits d'hydrocarbures. Vous savez qu'en réalité, on annonce que les prix ont baissé à l'international. Mais au Cameroun, par exemple, ça n'a pas baissé. Au niveau de la pompe, on annonce plutôt le retrait de la subvention. Voyez-vous. Mais on ne nous dit pas que ça va diminuer. Par contre, quand vous allez en Guinée équatoriale, au Gabon, le carburant coûte nettement moins cher. En fait, toutes les grandes théories et les grands discours qui peuvent se tenir dans les palais présidentiels ne peuvent se répercuter de manière positive auprès des populations que si on voit des faits concrets. On se serait attendu que dans le cadre de ces discussions, de haut lieu, qu'on harmonise le prix des produits d'hydrocarbures partout en Afrique centrale. On se serait attendu que les Camerounais ne soient plus chassés tels des rats palmistes en Guinée équatoriale. Voyez-vous. En fait, il faut qu'au-delà des discours... C'est une figure de style, hein, oui, comme image. Oui, ce n'est qu'une métaphore. Mais c'est tout comme... On aurait choisi d'autres mots, en tout cas. C'est tout comme... Non, il faut... Vous savez, moi... Bon, c'est juste une parenthèse. Hein. Ceux qui nous écoutent ne sont pas nécessairement des professeurs d'université. Hein. Encore que moi, je ne parle même pas pour les professeurs d'université, qui peuvent mieux parler que moi sur ces sujets. Je parle pour le bas peuple. Je parle pour le bas peuple, sans faire du populisme, bien sûr. Je dis que tous ces gros discours et ces grandes réunions, qui coûtent certainement cher aux contribuables, doivent se concrétiser par des choses, par des réalités concrètes. Bien. Au niveau du panier de la ménagère au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, on doit le ressentir. Donc sortons un peu, c'est bien beau que les présidents se réunissent, mais quel est l'objectif? L'une des choses que je me serais attendu à l'issue de cela, c'est qu'on nous annonce que bon, les présidents, les chefs d'État qui constituent la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont décidé que désormais le prix de carburant sera 400 francs partout. Voyez là, oui, ça a l'air rébarbatif, mais là, voilà. Mais en ce moment-là, le petit Camerounais, c'est que non, les chefs d'État se sont assis et ils ont pensé à nous. Bien. Donc, pour le reste, d'abord, on nous parlait des dettes on parlait de pour chuter en 10 secondes. Oui, vraiment même en 1 seconde. Oui. On parle des dettes. 300 milliards, 500 milliards, que des milliards. Vous vous demandez que cet argent est vraiment... On allait prendre l'argent là pour faire quoi? Bon, en fait, c'est ce que le moto-taximan, le taximan, là-bas, il y a Mselam, du marché de Foundé et du marché Mokolo, le sauveteur va comprendre. Vous êtes allé prendre l'argent là pour faire quoi? Vous en avez fait quoi? En tout cas, vous avez fait votre voix ce matin pour la première prise de parole pour les 100 voix, entre guillemets. Mais le débat est plus profond. Merci à Stéphane sûr, le débat est plus pour profond. sa première prise de parole. Le moto-taximan n'entrera pas dans votre profondeur. De toute façon, il n'y a pas de souci à ce niveau. On va saluer d'ailleurs tous les intellectuels qui nous regardent religieusement tous les dimanches. On a Sylvestre Niek qui nous a retrouvés depuis tout à l'heure aussi. Un friand des questions d'économie lui aussi, ancien maire de Makak, mais entre autres casquettes. L'UPC est bien représenté sur ce plateau. On parle des finances publiques qui quand même dans la sous-région demeurent tributaires des coûts, hein, des principaux produits de base. On a parlé tout à l'heure des fluctuations et l'impact de ce qui vient d'ailleurs et forcément l'endettement. Mais quand vous, de vos yeux d'économiste, vous avez apprécié les échanges, quelle est votre analyse au sortir de ce sommet extraordinaire de la CEMAC? Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Je ne veux pas déroger
à l'amitié, pour dire bonjour à mes copains, dire bonjour à mon ami, avec qui on a travaillé à un moment donné, lorsqu'on était tous deux députés suppléants. Il faut le dire, hein. Je dois dire que je veux commencer par là où elle a terminé. La réalité, c'est que lorsqu'il y a un sommet extraordinaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux. Et quand je dis sérieux, c'est un euphémisme, de très grave. Et ce qui est très grave en ce moment, c'est que en fait, tous les pays de la sous-région, depuis longtemps, sont sous ajustement structurel. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de moyens pour subvenir à nos besoins. C'est ça le problème. Et dès lors qu'on n'en avait pas, les bailleurs de fonds, comment j'appelle les huissiers internationaux sur le plan de la finance publique, interviennent et vous interpellent. Parce qu'il est question de quoi? Il appelle la dette qui n'a pas de différé. C'est celle qui résulte du différentiel entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe. Il n'y a pas de différentiel. Vous devez la payer. Lorsqu'on a pas le monde pour les payer, le seul levier qui vous reste, c'est le compte d'opération qu'il maquille en disant autre chose, mais le compte d'opération qui n'est pas logé chez nous. Et du coup, vous appuyez sur le bouton, ça ne vient pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous renoncez sur le plan stratégique. Et c'est pour ça que je dis, on n'attend pas quelque chose de palpable lorsque le chef d'État parle de la stratégie. C'est lorsqu'il y aura le Conseil des ministres qu'on va commencer à comprendre comment ces mesures stratégiques vont être mises en œuvre. Évidemment, ce que je dis là, c'est pour une caste, c'est vrai. Et comme lui n'est pas un castré, c'est pas pour une caste. Donc c'est pour une caste, en réalité, des gens qui peuvent comprendre la différence entre le stratégique et l'opérationnel. Tout ça devrait aboutir à faire ressentir quelque chose à la ménagère. Ce qui va lui faire dire que les chefs d'État se sont effectivement et bien et vraiment réunis. C'est ça le problème. Mais pour le moment, reconnaissons qu'il faut bien que les gens s'asseyent pour définir les orientations stratégiques. Le deuxième, volet en bas, c'est le Conseil des ministres. On attend. Mais reconnaissons que ces gens, lorsqu'ils s'asseyent, il y a d'abord le Conseil des ministres, qu'on vous le dise ou pas, parce qu'en fait, c'est les instruments de la décision qu'ils ont. Ils ont fait un constat que si rien n'est fait, les jours qui viennent vont être très graves. C'est déjà ça le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en phase avec notre ressenti. C'est ça qui est important. Maintenant, est-ce que les mesures qui ne me semblent pas avoir été prescrites de façon formelle, c'est une ouverture pour dire au Conseil des ministres, faites le travail, voilà les constats. Ces conseils vont prescrire des mesures. Il faudra bien que je les adopte. Et malheureusement, ça va prendre quelques temps. Sauf si on ne fait pas comme d'habitude. Parce que malheureusement, au niveau des équilibres budgétaires, pratiquement tous les pays ont adopté le budget. On peut en subodérer qu'après ces mesures-là, on devrait avoir des correctifs budgétaires pour être en phase avec ce que les États auront décidé. Ça, c'est le travail des ministres. Nous autres, ce qu'on dit, personne ne peut souhaiter à son pays d'être mal portant sur le plan économique. C'est que vivement que les conseils de ministres tiennent rapidement dans les jours qui viennent et que des mesures soient prescrites et que les différents, parce qu'au-delà du conseil des ministres, il y a les gouvernements, que le gouvernement puisse de façon concertée mettre ça en œuvre pour le bien-être des populations dont je fais partie. Merci à Sylvestre Lebel-Niek pour sa prise de parole. C'est une mise en bouche, donc juste un commentaire par invité. On va rentrer dans le débat avec la deuxième thématique. Bertin Noah, la préoccupation... Après, il faudra clarifier. Hein, parce que on va peut-être se faire violence en prenant une minute après. Les chefs d'État ne gèrent pas le budget. C'est pas ce que j'ai dit. Donc peut-être, je vous donne une minute rapidement. Oui, parce que lui, il faut dire à ceux qui nous regardent que vraiment, tout le monde sait ça. Et tout le monde devrait pouvoir comprendre cela. Les chefs de l'État, en conférence, gèrent des aspects qui relèvent de la politique monétaire. C'est-à-dire la Banque centrale à qui on a confié la souveraineté monétaire de nos États. Les chefs d'État ne se réunissent pas pour définir le prix du carburant dans chaque pays. Ça, c'est la politique budgétaire de chaque État. Bien sûr. Voilà. Donc, ce qui se passe avec l'intervention des partenaires financiers concerne notre politique monétaire. Et la politique monétaire a deux instruments. Le taux d'intérêt du crédit à l'intérieur et le taux de change à l'extérieur. Voilà la problématique. Ça n'a rien à voir avec... il faut fixer le carburant à 400. Sans avoir peur de la monnaie. Ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que quand les ministres vont se réunir, c'est en relation avec la politique monétaire et même la dévaluation. La dévaluation n'est pas une réponse au problème que nous avons parce que la dévaluation a un effet mécanique, automatique, c'est l'aggravation de la dette. Ce n'est donc pas une solution au problème de la sous-région. C'est ce que je voulais clarifier. Merci. Voilà. Non, c'est une décision, c'est pour ça qu'elle est une décision politique, même en 1994. Absolument. Elle a été une décision politique, elle n'avait rien à voir avec
nos paramètres et la réalité économique de nos Merci honorable Essoba Bengono. Nous allons prendre un autre programme avis de facilité. Il faut pas perdre ce qui nous regarde. Alors, Bertrand Noah, vous êtes resté très attentif Non. aux différentes réactions, mais le débat en fait, même sur Camdi Télévision, a commencé depuis lundi dernier. On vient simplement essayer de tirer le bon gré de livret par rapport à ce qu'on aurait retenu de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. Je me souviens que M. Aimé, le matin de lundi 16, j'étais ici dans le cadre de l'émission de On refait la presse. Et nous avons eu à partager ce sujet. Et ce qui vient de ma part, c'est que il faudrait que nous attendions que toutes les commissions qui doivent siéger pour implémenter tout ce qui a été fait et dit lors de ce sommet extraordinaire s'asseyent pour que nous évaluions si, au bout d'un certain temps, les choses ont changé. Parce que tout ce qu'on peut dire ici, on peut mettre les charrues avant les bœufs. Quelqu'un peut dire de tout. C'est d'aller un peu précipiter. Et je voudrais tout simplement dire que le sommet qui a été tenu lundi passé avait de quoi de se tenir parce que la situation est à constater grave, qu'on le veuille ou pas. De l'orientation que cela peut prendre dépend des gens qui dirigent et qui prennent les décisions. Mais sauf que le terrain, le bas peuple, a une vie qu'il faut impérativement résoudre. Quelle qu'en soit la solution qu'on va tirer, des experts qui peuvent venir nous dire ici, qu'est-ce que le bas peuple peut ressentir. C'est ça le problème. Et à la fin, donc, M. Aimé, c'est que si, à la sortie de toutes les assises des commissions prévues de ce sommet extraordinaire, nous ne ressortons pas à trouver une différence ou une solution, je pense qu'il vaut encore la peine que les chefs de l'État s'asseyent encore. Merci. Merci Bertrand Noah. Concis et précis. Moi j'apprécie quand on va droit au but. Ça va nous permettre justement de ne pas tirer sur le débat. Donc à chacun de bien quadriller, verrouiller son temps de parole. Le PCRN aussi, après le FDC, a un mot à dire. On ne parle pas forcément du Cameroun, mais d'une politique de la sous-région. On sait que le déséquilibre macroéconomique a son impact, l'augmentation de la dette, mais aussi ce déficit budgétaire et la diminution des réserves extérieures. Ça peut être un peu trop technique, mais quand les chefs d'État se réunissent au Cameroun et de façon extraordinaire, comme a dit quelqu'un, il y a Anguille sous roche, mais on ne va pas être dans le doute, on va plutôt être dans l'espoir que les décisions fortes aient été anticipées lors de ce sommet. Yaya Bello, votre analyse, quelques jours après ce sommet tenu ici à Yaoundé. Je crois que au-delà même de la conjoncture qui a présidé à la tenue de cette conférence des chefs d'État de la CEMAC, il y a même le problème de la réforme de la coopération monétaire en zone CEMAC avec la France qui se pose. D'abord un mot sur la conjoncture. Je crois que Lomègne l'a bien dit. En réalité, les pays de la zone CEMAC font face à une absence, on manque de devises. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'exporte pas. Nos économies n'exportent plus. Donc il n'y a pas de devises. Voilà. Maintenant, est-ce que la dévaluation dont certains théoriciens avaient projeté comme solution était la bonne solution? Évidemment non. La dévaluation n'était pas une solution parce que la dévaluation aussi c'est une mesure qui permet de booster l'économie locale. Donc si l'économie locale n'a pas le tissu industriel est quasi inexistant avec les multiples accords que nous avons, notamment les accords APE. Vous voyez que c'est difficile donc pour nos économies de peser, donc c'est-à-dire que d'avoir des industries capables de faire générer des devises aux pays africains, enfin aux pays de la CEMAC. Je crois que c'est là le problème. Donc pour moi, ce sommet de la conférence des chefs d'État de la CEMAC avait tout le motif, toute la raison d'y être. Maintenant, une chose est de faire un sommet,
autre chose et que les solutions de ce sommet soient implémentées. Parce que pour le Camerounais, c'est toujours ça. Hein. Pour le gars de la CEMAC, c'est toujours ça. Hein. Vous vous souvenez, le dernier sommet de la CEMAC, en tout cas des chefs d'État de la CEMAC, ici à Yaoundé, je crois que c'était en 2023 ou 2022. 2016. Extraordinaire. Extraordinaire, plutôt. Oui, extraordinaire, oui. La conférence des chefs d'État de la CEMAC avait demandé au ministre des Finances de la CEMAC d'étudier la faisabilité des réformes monétaires, en tout cas de la convention monétaire aujourd'hui qui nous lie avec la France. Ça me permet donc de parler de ces réformes. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. La convention monétaire avec la France, elle est obsolète. Obsolète. Aujourd'hui, comment on peut encore expliquer que 50% de nos devises sont dans le trésor français, même si en contrepartie, ils nous garantissent la parité, je crois que c'est comme ça que les financiers disent, la parité et la convertibilité. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, il faut réformer cela. Je ne parle même pas de la création d'une monnaie dans zone CEMAC. C'est peut-être un peu compliqué, mais aujourd'hui, la question de la réforme de la convention monétaire entre les pays de la CEMAC et la France s'impose, tout simplement. Parce que nous allons tourner en rond, nos économies sont en train de s'affaiblir. Stéphane Ezigui, Noah ont raison de s'inquiéter pour le Camerounais, pour le citoyen de la CEMAC, qui se dit, ben, vous êtes juste réunis, ben, moi je ne vois pas l'impact sur le terrain. Donc, moi je crois que c'est la question de la réforme de la convention monétaire qui se pose avec acuité, et il va falloir qu'on apporte des réponses urgentes. Une projection est faite justement sur l'avenir. Hein. Ce n'est pas le type de rencontre qui nécessite qu'au lendemain ou une semaine après, on commence à établir pour ceux qui nous regardent à la maison l'impact dans le panier de la ménagère et autres. La question est tout à fait intéressante, autant pour le centrafricain, le gabonais, le guinéen, mais l'espoir davantage après le mot de son excellence Paul Biya, l'attention des autres présidents en exercice. Je pense que les défis sont à suivre, et 2025, on dira même à court terme, on aura un impact de ce sommet extraordinaire, la conférence des chefs de l'État au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Je m'adresse davantage aux followers. Vous pouvez partager l'émission à ceux qui ne sont pas devant leur écran. C'est sur la page Facebook de Cam10 Télévision ou même sur la chaîne YouTube de Cam10 Télévision. Merci à Rose Happy, merci à Fonyu qui nous regarde, à Monsieur Ntamak et à tous les autres. Hein. Vous avez vu de belles images tout à l'heure de ce sommet du côté du palais. On dira merci à Élisée Yanda derrière la caméra et Martin Matip qui étaient les équipes, qui étaient, on va dire, l'équipe de reporters pilotée par le directeur général Tabi Klaxon. D'autres événements sont à venir et Cam10 sera toujours au cœur du débat. La transition nous permet d'évoquer maintenant une question de subvention liée au sport et le football est sur la table du grand débat. Parce qu'on reconnaît peut-être à la FECAFOOT quelques manquements sur le plan de la gestion. Mais le ministère des Sports et de l'Éducation physique a réuni la presse et les présidents des clubs pour essayer de voir dans quelle mesure améliorer la gestion de ces fonds. Et c'est un crié au scandale. Quel est, je commencerai par Sylvestre Niek, qui a droit de citer, quand on parle de football, au-delà de sa casquette de maire, c'est un peu un jeu de ping-pong qui revient comme de tradition, les présidents jamais contents, mais c'est les mêmes qui sont devant de la scène sur le traitement des joueurs. Et les questions de financement, l'argent de l'État revient encore dans nos oreilles. Mon coco, j'ai apprécié la chute. Parce que vous avez dit, comme d'ailleurs d'habitude, l'État a toujours, mais alors toujours subventionné le sport et particulièrement le football. 350 millions, c'est rien parmi les subventions. C'est la réalité. On se demande donc quel est le problème. C'est ça le problème. Et je refuse de tomber dans les réseaux sociaux parce que là-bas on parle plus des hommes que des institutions. J'ai l'impression que si on changeait les acteurs, le débat changerait. Moi je voudrais rester sur le vrai problème qui est la subvention du football. La coïncidence avec les awards de la CAF, où le président a été honoré, devrait nous interpeller. Ça veut dire que les efforts sont quand même faits.
Maintenant, comment se fait-il que moi je donne l'argent à quelqu'un, quelqu'un lui demande les comptes? C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire, l'État donne l'argent à la FECAFOOT, je dis bien à la FECAFOOT. Il appartient à l'État qui a affecté certainement un agent comptable de ce côté pour tenir les registres et tout, de vérifier si c'est bien fait ou non. Maintenant, la loi précise bien que c'est à la FECAFOOT qu'on veut cet argent. Le débat qui a cours en ce moment, qu'on devrait donner au club, c'est ça le scandale. C'est ça qui risque de faire intervenir plutôt les acteurs que les institutions. Donc moi je dis, moi ce débat ne m'intéresse pas dès lors que c'est une habitude. Et maintenant, habituellement on vient encore de subventionner. Maintenant le reste, à la fin du cycle, on va bien questionner, pas on, hein, ceux qui ont donné l'argent pour la subvention vont questionner, parce que je rappelle qu'on ne peut pas à la fois subventionner et fixer les règles. C'est bien qu'il faut fixer les règles pour savoir quand, comment et à qui on donne la subvention. Lorsqu'on finit, je dis, le budget finit par une loi de règlement, appelons ça même ici un compte d'emploi, que j'ai eu l'année passée, 350 ou 400 millions, qu'est-ce que j'en ai fait? Avant d'affecter encore nos subventions. Moi, je suis d'ordre, s'il y a une nouvelle subvention, ça veut dire que l'ancienne subvention a eu un black sign, c'est ça. Sinon, on ne peut pas subventionner lorsque ça a été mal géré, sauf au Cameroun, je ne sais rien. Mais j'ai dit, lorsque vous avez reçu une subvention, le devoir que vous avez sur le plan de la comptabilité publique, c'est de faire un compte d'emploi. Ailleurs, on appelle ça compte administratif. Et lorsque le budget dépend en réalité de ce compte d'emploi. C'est-à-dire, le budget de 2025 devra avoir comme acteur d'incidence le compte d'emploi de... Vraiment, ce n'est pas un problème. Parce que si on se met à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on aura les problèmes, d'abord vous et moi, l'autre... Non. J'ai évité de parler des individus, je parle des institutions. Oui. Je voulais souhaiter que ce ne soit pas un débat qui soit collé aux acteurs, mais aux institutions. Parce que l'État ne subventionne pas les acteurs, il subventionne les institutions. Maintenant, si les gens veulent faire dans le débat des hommes, j'ai bien peur qu'on se noie tous. Alors, rassurez-vous, on va tout faire pour que le grand débat de ce dimanche reste un débat d'ailleurs intelligent et qu'on n'aille pas au-delà de nos émotions. Mais il y a problème si on en parle, Sylvestre Niek, c'est parce que les précédentes années, ce n'est pas du entendu, c'est aussi du vu. Beaucoup de reproches, beaucoup de plaintes des acteurs du football. Il ne peut pas avoir championnat s'il n'y a pas les clubs. Les clubs sont portés par les présidents. À tort ou à raison, mais ils ont... Je rappelle que je suis assez présidentiel quand je parle en matière de présidence de club. On va revenir justement sur la question. Les clubs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, étaient quelquefois de simples associations. Oui. La réforme a obligé les présidents de clubs à se mettre en entreprise à objet sportif. Tout à fait. Combien d'entreprises nous avons effectivement? Je voulais éviter ce débat, mais si on interroge la réforme, combien d'entreprises à objet sportif avons-nous véritablement au Cameroun? Il veut vous dire qu'on est dans l'informel. C'est toi qui vas dire, c'est pas moi. Bien. Bertin Noah, qu'on le veuille ou pas, la question du sport a aussi un impact politique, surtout quand il s'agit de relever la nation. On va quand même s'appuyer sur le regard de l'homme de la société, mais aussi un acteur politique qui suit de près cette histoire. Aujourd'hui, le ministre SGPR a donné des instructions au ministre des Sports de voir clair. C'est d'ailleurs les mots du ministre des Sports, professeur Narcisse Moulet-Kombi, lors de la réunion avec les présidents de club, d'essayer de voir clair dans cette situation. Et il est de droit que la tutelle essaye d'harmoniser afin qu'on n'en vienne pas à d'autres, entre guillemets, scandales qui ont animé la galerie et notamment la scène publique. Je ne sais pas si certains Camerounais oublient que le Cameroun et ses habitants sont des puits. J'ai comme l'impression que ils parlent d'aujourd'hui comme si le Cameroun fonctionne seulement aujourd'hui avec tout ce qu'il comporte. Je ne sais pas si les gens se souviennent d'hier, comment hier était. Et je ne sais pas également si ils savent que demain viendra aussi. Et si nous tenons compte de ces différents temps, M. Aimé, nous serons justes quand on va aborder certains sujets. Nous serons cohérents quand on va parler d'une situation. Parce que nous allons nous souvenir d'un certain nombre de choses et se méfier de ne pas tomber sur la situation à laquelle je parle de cela parce que c'est l'honorable. Et quand demain va arriver que c'est M. Niek, je vais parler d'une autre façon.
Quand je le dis pourquoi? Parce que, étant encore un peu plus petit, nous avons été au courant des situations du football au Cameroun, au niveau des clubs, des championnats et tout. Et je me souviens que non loin, avant que nous organisions la CAN même, on a organisé la CHAN ici. Et pendant que la CHAN se jouait, le championnat, je pense que si je ne me trompe pas, c'est comme s'il n'y avait plus de championnat. On a pris des jours comme ça pour qu'on essaye de remplir les formalités. Donc le problème du football ne naît pas aujourd'hui. Il faudra juste que nous trouvions comment améliorer des choses, parce qu'on se dit que chaque jour, on se doit d'améliorer nos capacités pour qu'on propose quelque chose de meilleur. Je suis certain qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici aujourd'hui, que lorsqu'on partait à Carrousel, ce n'était pas ça. Mais il faut améliorer, c'est ça qui fait la satisfaction des gens chaque jour. On ne peut pas dire que la gestion est bonne ou bien elle est mauvaise. La gestion, c'est l'homme qui est au-dessus de la gestion. Il peut y avoir des insatisfactions, il peut y avoir des incompétences et des choses qui manquent. Cherchons à régler ça. Que le ministère fasse son travail, que la fédération fasse aussi son travail, et les acteurs qui sont les présidents de clubs fassent aussi leur travail. Ces gens, depuis un certain temps, moi j'ai compris qu'ils sont tenus quelque part, ils s'agitent. Parce que hier, on ne les entendait pas, ils étaient bien. Les présidents des clubs. Les présidents des clubs. Et au jour d'aujourd'hui, depuis un certain temps, ils sont tellement agités au point où il faut absolument créer quelque chose, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit autour de nous chaque jour. Et je pense que cette façon ne reflète pas un état sérieux. Il faut qu'il reste tranquille et que le ministère des Sports, qui a les responsabilités des sports à son niveau, il suive ce qu'il faut. La fédération également fasse son travail. Et non qu'on va déplacer l'argent pour verser directement au niveau des acteurs qui sont les présidents des clubs. Et comment est-ce que la fédération, qui est l'élément technique du football, va se sentir à ce moment? Comme l'a dit monsieur le maire, je pense que si on a encore versé des fonds aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a question qu'on reconnaît qui doit gérer ces fonds. Si ça ne donne pas, les experts de contrôle vont passer et vont vérifier si l'argent là a été utilisé à bon escient. Et je pense que c'est ce qui doit être fait, monsieur Emile. Alors, merci. D'après vous, quand il s'agit des comptes publics, l'argent public, on ne parlerait pas des tiers, mais des institutions. La FECAFOOT est dans son droit. Il y a 560 millions de conventions que l'État a promis à chaque année pour accompagner la FECAFOOT. Et ce n'est pas l'argent pour les présidents des clubs. Il faut être bien d'accord sur la question. C'est l'argent pour l'organisation des championnats. Maintenant, pourquoi depuis quelques jours, cet argent qui n'est pas une nouveauté, les présidents de clubs semblent vouloir changer le mode de distribution? Est-ce que sur le plan du mécanisme, c'est d'ailleurs quelque chose qui est possible au-delà des différentes plaintes? Stéphane et Digui, quel est votre commentaire par rapport à cette sortie et qui visiblement ne peut pas changer la donne tant que la personne qui reçoit les fonds ne s'est pas impliquée? Justement, la FECAFOOT n'était pas à cette réunion du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le président s'est dit empêché, mais aucun autre acteur. Est-ce qu'il y a faux débat, comme certains pensent, sur la question de cet argent destiné à l'accompagnement de la FECAFOOT pour l'organisation des championnats Eric Moine et tout? En 4 minutes et pas plus. Stéphane Edigué. Aimé Moukoko, je dois vous avouer que j'aurais bien souhaité parler de cette affaire après l'honorable et certainement mon frère Bello. Parce que je dois vous avouer que j'ai été invité sur plusieurs plateaux pour en parler et je suis même un peu fatigué. Mais je ne suis pas sûr qu'en 4 minutes, un sujet aussi sérieux, les gens vont comprendre. La première prise de parole, les 4 minutes, c'est suffisant. On va faire un tour encore. Oui, en fait, pour moi, quand j'écoute Benjamin Noir, Bertin Noir, je comprends qu'il est très loin du sujet parce qu'il n'est pas vraiment impliqué. Et vous savez, les gens parlent des personnes parce qu'ils ne maîtrisent pas les sujets. Nous n'avons pas besoin de parler des personnes. Je suis d'accord avec
avec lui lorsqu'il dit que le Cameroun n'existe pas aujourd'hui. Il faut contextualiser, il faut situer le sujet. En 2010, nous sortons d'une Coupe du Monde catastrophique. Bref, tous les pays africains sortent d'une Coupe du Monde catastrophique. La FIFA décide donc d'impulser une nouvelle politique, notamment le développement du football à partir de l'Afrique. Donc, il faut sortir du football amateur pour le football professionnel. Vous vous souvenez qu'en Coupe du Monde 2010, c'était en Afrique du Sud. Le capitaine, je crois, c'était celui qui est aujourd'hui président de la fédération. Ça avait vraiment été catastrophique avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, à la suite de ça, et il faut saluer le chef de l'État, il a pris la balle au rebond, il a amorti et il a décidé de marquer le but de la professionnalisation. Et c'est ainsi que nous avons eu la loi de 2011 et plus tard la loi de 2018, la loi, je crois, 5G du ministre Bidongpat. Il faut que les gens sachent qu'à cette époque, une ligue avait été mise sur pied en concertation avec la Fédération camerounaise de football, dirigée autrefois par un homme d'État, M. Yahya Mohamed, et l'État du Cameroun, qui avait donc mis sur pied la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et dans les statuts de la fédération, jusqu'à aujourd'hui, il est inscrit que le football professionnel est géré par une ligue spécialisée. Et il y a même une décision jurisprudentielle, c'est-à-dire que sur ce plan, il n'y a même plus de débat. C'est la ligue de football professionnel, parce que lorsque, à un certain moment, la Fédération camerounaise de football avait voulu, par des méthodes un peu bizarroïdes, dissoudre la ligue, ils sont allés au TAS. Et le TAS a dit que la ligue ne peut être dissoute que par ses membres. Mais il y a eu 3 sentences, celle de 2019, celle de 2021 et celle la plus récente du 15 août 2023, qui avaient acté le retrait de compétences, mais de manière provisoire. Et c'est pour cette raison que le général Pierre Semengue, tiens, il faut le saluer, un homme d'intégrité, un homme de probité, un homme de compétence et de parole. Lorsqu'il est nommé en 2011 comme président de la Ligue, il dit en conférence de presse à M. Yahya Mohamed, je suis prêt à déclarer mes biens. Je ne viens pas me faire de l'argent dans le football. C'est le président Yahya Mohamed qui lui dit avec un ton un peu hilarant que non, vous n'en avez pas besoin. On sait que depuis, dans l'armée, vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc, lorsque le général Pierre Semengue accepte d'entrer à nouveau en concubinage avec ce nouvel exécutif, le principe est clair. Le CTFP est un organe transitoire et vraiment très provisoire. Une seule saison. La saison d'après, vous réhabilitez la Ligue de football professionnel, j'organise les élections et je me retire. Sauf que le CTFP, qui est un organe hyper transitoire et dont le provisoire devient éternel, reste et demeure, ce qui n'est pas normal. Non seulement en vertu des textes, la loi camerounaise, les statuts de la FECAFOOT, et aussi la jurisprudence, les multiples décisions de justice rendues par le tribunal arbitral de sport. Donc lorsque je l'ai dit, il faut comprendre qu'en 2011, on part d'un principe. Et il y a 350 millions qui vont être extraits d'une ligne budgétaire du Premier ministère. C'est pour cela que vous allez voir que les 350 millions viennent du Premier ministère. Parce qu'il faut comprendre le mécanisme. Et ça sert à quoi? À l'organisation du championnat, au paiement et autres charges, paiement des arbitres, paiement des coordonnateurs, des stades, ainsi de suite. Bizarrement, depuis 3 ans, les arbitres se plaignent, ils ne sont pas payés. Sur les 350 millions. C'est pour ça que le Premier ministre a demandé que les 350 millions soient alloués à la FECAFOOT. Parce que quand vous froissez le visage, je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce que les gens nous disent, c'est vrai qu'au Cameroun, nous entendons que les réseaux sociaux ne servent à rien, que c'est des débats oiseux. Ce n'est pas vrai. Dans les réseaux sociaux, j'apprends beaucoup. Donc, les 350 millions sont destinés à l'organisation et les charges qui tournent autour de l'organisation du championnat. Mais les arbitres ne sont pas payés, cher monsieur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui sont têtus. Ils sont d'ailleurs nombreux qui se plaignent. Pour chuter, 30 secondes. Maintenant, les 560 millions relèvent d'une ligne budgétaire du ministère des Sports. C'était quoi? C'était pour l'appui
c'était l'appui au paiement des joueurs. Parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas organiser un football professionnel sans que les acteurs principaux qui sont les footballeurs ne soient payés. Monsieur, on vous a dit qu'on part de 11 millions à 48 millions. Il n'y a aucun club au Cameroun qui a reçu 48 millions. On vous raconte seulement des histoires. En 2016, 2017, on a un tour de table. 2017-2017. Laissez-moi chuter à ce niveau. Parce que je vais même vous dire. Et chuter. Parce que la FECAFOOT avait sa quote-part de 400 millions. Voyez-vous, la FECAFOOT devait donner 400 millions. Donc ce n'est pas que l'État qui devait ajouter ça. Donc c'est parce que les présidents, vous savez que la présidence est renseignée. Les présidents de clubs se plaignent. Les recettes des stades qui font partie des recettes des clubs. Les recettes des stades qui peuvent participer à fructifier le revenu des clubs sont dernièrement au stade militaire, les gens ont fui avec les recettes des stades. Alors, donc, pour revenir à l'essentiel, les 560 millions que l'État doit donner, parce qu'il s'agit quand même de 560 millions, si vous faites x3, vous pouvez imaginer ce que ça signifie. C'est l'argent, c'est la sueur des Camerounais. Donc, quand les présidents de club disent que l'argent que vous envoyez là, on ne l'a pas. L'argent que MTN donne, nous portons la marque MTN sur nos équipements. On doit recevoir la quote-part. On ne l'a pas. L'argent va où? Bien, je prends la question. Donc c'est ça le problème réel des présidents. J'essaie de relancer. C'est ça le problème réel des présidents de club. Maintenant, et ça, si je ne le dis pas, non, je n'ai pas. Si vous le dites, vous n'aurez plus la parole après. Oui, oui. Je n'aurai plus la parole après. Gardez ça. Non, en 30 secondes. On était d'accord dès le départ qu'on reste courtois. Vraiment, on partage. non, je suis courtois, mais en 30 secondes. Je vous donne la parole tout à l'heure. S'il vous plaît, en 30 secondes. Monsieur, les 560 millions. Et pourquoi le ministre des Sports? Parce qu'on a insulté le ministre des Sports partout. Et pour rien. Le ministre des Sports reçoit des instructions du président de la République. Parce que si quand vous regardez l'instruction, les hautes instructions rendues publiques par le secrétaire général, vous allez voir le président de la République. Il a fait une griffe pour dire qu'il a bien visé. Il envoie au ministre des Sports. Je veux voir plus clair sur cette affaire. Il invite donc tous les acteurs. Il y avait le SINAFOC, c'est-à-dire le syndicat des joueurs. Il y avait les présidents de club et la FECAFOOT a été invitée. La FECAFOOT, non seulement le président... Bon, je vous coupe parce qu'on a déjà dit ça. Hein. Il n'était pas là, on va revenir après. Bon, j'ai pas vu la griffe du chef de l'État sur la dite lettre, mais il y a beaucoup d'informations. Attendez, je vais vous montrer la griffe parce que... Non, vous me faites menteur. Je vais vous montrer la griffe. Oui, je vais vous montrer la griffe. Maintenant, je voudrais... Président de la République, vous allez voir griffer en haut. Il n'y a pas de souci. Le débat n'est pas... Ça veut dire qu'il a visé. Le débat n'est pas sur... S'il vous plaît. Le débat n'est pas sur les... Donc, vous estimez que les inscriptions sont fausses? On est sur la subvention. Monsieur Stéphane, je voudrais quand même que vous donniez aussi sérieux dans le partage de la parole, parce que vous pourrez être sanctionné pour la suite. C'est parce que vous êtes revenu sur ce que j'ai dit. Et donc il fallait quand même sur la subvention, les questions de billetterie et tout, vraiment, restons dans le débat. Maintenant, vous avez dit que c'est pas nouveau. Je voudrais peut-être interpeller l'honorable Essomba Bengonon. On n'a pas forcément besoin d'être un connaisseur ou un spécialiste des questions de football, mais on parle quand même d'un argent que l'État met à disposition d'une instance qui est censée gérer le football, qui est la FECAFOOT, et aujourd'hui que des personnes décident de vouloir changer la donne par rapport à la redistribution. Maintenant, il faut rappeler que les présidents des clubs qui devraient recevoir de 11 millions à 48 millions, c'est vrai, beaucoup ne l'ont pas reçu, mais beaucoup aussi sont reprochés de n'avoir pas fait des états financiers de la gestion des précédents comptes. Non, c'est trop facile. Il fallait inviter un président de club ici. La question, il y en a un à côté de vous. Hein. C'est pas un débat football amateur. Il n'est pas président d'un club. La question que je voudrais poser, c'est, s'appuyant sur le rappel, le discours du chef de l'État, est-ce qu'on peut se permettre de remettre la confiance à une institution quand on sait que les questions de finances ont été souvent relevées ça et là? Est-ce qu'il faut réfléchir quand leur donateur a déjà fait le choix et verser une certaine subvention pour le fonctionnement? Qu'est-ce qui peut animer les esprits autour quand le Premier ministre du gouvernement a pris une décision et déjà impacté par le MIFI dans les caisses de la FECAFOOT? Bon, vous êtes dans les secrets des dieux. Hein, je crois que, sans être dans les secrets de Dieu, comme vous dites, je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, c'est que
l'État ne peut pas donner la subvention au club. Pour une raison simple. C'est pour ça que je vous ai amené ce livre ici. C'est la nomenclature des comptes du Trésor. Quand l'État donne l'argent, c'est ce document qui sert de lien comptable. Et on affecte un agent comptable, là-bas on a donné l'argent. Et la seule institution en matière de football qui a son nom ici, c'est la FECAFOOT. Clair. Bien, ça c'est la première chose. Donc ça c'est la loi. C'est-à-dire que tout ce que l'État dépense ou encaisse en recettes et en dépenses, tout le budget de l'État, c'est cette nomenclature. Ce document sort chaque année. C'est la direction générale du Trésor, oui, du ministère des Finances. Chaque fois que je viens ici, je vous apporte la documentation. Vous vous souvenez que je vous donnais un rapport de la NIF. Tout à fait. Je vous donne également la nomenclature. Si vous ouvrez là, vous allez voir que la FECAFOOT est la seule institution qui est connue comme devant recevoir une subvention pour le sport. Voilà ça ici. Pour le football. Voilà ça ici. Coordination FECAFOOT. Bien. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que... Juste pour illustrer. C'est pas vrai. Je vous dis, c'est pas vrai. La Ligue a souvent perdu de l'argent. La Ligue était demandée la FECAFOOT. Non. Alors, la Ligue a une autonomie financière et administrative. Vous ne pouvez pas le dire. Laisse ça, on te montre des documents. Non, nous sommes dans un débat. Non, sauf que quelqu'un a la parole. Si quelqu'un a la parole, vous attendez qu'il ait fini. Nous sommes dans un débat. Vous ne pouvez pas dire que seulement la Ligue. Monsieur Edigui. Il n'a pas dit, il a montré. Il a présenté un document. Vous, mon coco, vous êtes un journaliste sportif avant d'être journaliste. Monsieur Stéphane. Vraiment, vous ne pouvez pas laisser dire ça sur votre plateau. La Ligue de football professionnel n'a pas souvent reçu l'argent. S'il vous plaît, on n'a pas dit le contraire. Mais alors, soyons sérieux. Laissez les autres. À travers la pairie spécialisée du ministère des Sports, les présidents de club auront l'argent. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça comment? Faute de gestion. Vous savez ce que la Ligue reçoit là, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça comment? On appelle ça une dotation ponctuelle. Mais ils auront donc la dotation ponctuelle. Non, ils ne peuvent pas l'avoir. Je vous explique. Laissez-moi finir. Allez-y. Parce que vous m'avez interrompu. Moi, j'aime pas ce genre de débat. Quand vous invitez des panélistes qui perturbent le débat, il faut souvent me laisser. Il est déjà averti. Oui, je crois qu'il va. Donc, vraiment, il ne nous permet pas d'avancer. Il est doux quand il veut, il va le faire. Ça, c'est la première chose. La seule entité à qui l'État confie ce qu'on appelle une subvention, c'est-à-dire une dotation allouée en contrepartie à un service public. Et ici, la FECAFOOT, entité sportive chargée de la gestion du sport, doit réaliser des missions de service public avec cette subvention. C'est pour ça qu'elle est votée dans la loi des finances. Ce que vous appelez là, il peut arriver que même une institution privée reçoive ponctuellement des crédits pour un objet précis. Merci de l'avoir dit. Ce n'est pas une subvention. Donc ce que vous dites n'est pas tout à fait ce que moi je suis en train de dire. Je suis en train de parler de la subvention. Donc je vois ici l'objet de la lettre du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, qui répercute au ministre des Sports l'instruction de tenir pour examen concerté avec tous les acteurs majeurs. Il ajoute majeurs concernés. Donc, en réalité, la réunion qu'il y a eu au ministère des Sports, sans la FECAFOOT, pose un problème. Parce qu'elle ne nous permet pas d'aller vers l'examen concerté. Des acteurs parce majeurs. Que la FECAFOOT est, je dis, le principal acteur majeur. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je veux dire, c'est que vraiment, ceux qui travaillent à la FECAFOOT doivent nous aider. Quand la FECAFOOT veut la subvention, ce n'est pas au président de la République qu'elle adresse la correspondance. Ça aussi, c'est vrai. Vous comprenez, non? Tout à fait. Elle adresse la correspondance, même si ça doit aller au président de la République, c'est sous le couvert du ministre des Sports. C'est-à-dire quand le président de la République reçoit, parce que le secrétaire général est clair, je lis, j'ai l'honneur de vous faire tenir pour examen concerté avec tous les acteurs majeurs concernés, thermocopie de la requête de référence. Tout à fait. Adressée au président de la République par le président de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que quand vous envoyez là-bas, on va renvoyer. Fatalement, ça va revenir. C'est un vice de procédure. Ce n'est pas la présidente de la République qui décide de la subvention. La subvention est idéale. Et là, ça fait partie des manquements relevés justement. Ça nous affaiblit. Et ça affaiblit même la fédération. Donc, moi, je voudrais dire au secrétaire général de la fédération de faire très attention. L'État est une culture. Si vous n'avez pas la culture de l'État, vous ne pouvez pas savoir avec l'État.
L'État, c'est une culture. Il y a des façons de faire. Il y a des demandes. Quand vous demandez quelque chose, même si vous envoyez au président de la République, il va envoyer la personne qui en est compétente. Et dans ce cas-ci, on a donc renvoyé. La seule chose qui aurait dû être donc faite, de mon point de vue, humblement, moi j'aurais suggéré qu'avant de réunir tous les journalistes et les autres acteurs, qu'on appelle d'abord la FECAFOOT. Jusqu'à ce qu'elle dise je ne viens pas. La bonne collaboration. C'est d'abord la FECAFOOT que le ministère des Sports aurait dû appeler en disant c'est vous qui avez adressé la requête. Tout à fait. Donnez-moi le fin mot de votre requête. La quatrième chose que je veux dire, c'est que le développement du sport au Cameroun reçoit une allocation qui est prélevée sur les recettes des stades. Cet argent est logé au ministère des Sports. Il faut enfin que on arrive annuellement à faire le point de ce que l'activité sportive génère pour le développement. Je crois que c'est 5% de la recette. Quand vous achetez un ticket au stade, 5% sont prélevés pour le développement du sport. Je le dis parce que à une certaine époque, moi j'ai représenté le ministère des Finances entre 1993 et 1994 dans une commission qui s'occupait des questions de sport. Et j'ai vu comment cette histoire fonctionnait. La cinquième chose, enfin, que je peux dire, c'est que vraiment, le président de la Fédération camerounaise de football a donné une orientation. Je vais vous dire la vérité, monsieur Aimé. Le président de la FECAFOOT ne peut pas vous donner l'argent si votre club n'obéit pas au statut, à l'organisation, au fonctionnement prévu par les statuts de la FECAFOOT. Ce n'est pas possible. Et les gens qui disent même que l'on a envie, l'agent comptable va vous dire il ne peut pas payer. Il ne peut même pas. Or, les présidents de club, moi je leur dirais de muter d'abord vers la nature juridique qui permet que la FECAFOOT leur donne de l'argent. Et faire en sorte que lorsqu'on va sortir de cette impasse-là, j'ai entendu des gens dire, vous l'avez aussi dit, que non, c'est parce que l'argent a été détourné. Si on regardait le fait que l'argent a été détourné ou mal géré pour envoyer la subvention, aucun organisme public n'aurait de subvention. S'il y a des problèmes de détournement, de gestion, on envoie un auditeur. Mais ça n'empêche pas que la subvention soit mobilisée. Donc moi j'ai dit, bien, revenons à l'orthodoxie, apportons l'appui de l'État à la Fédération camerounaise de football, et puis permettons-lui de faire l'organisation du championnat, et que les acteurs majeurs dont on parle, donc qui sont les clubs, vous l'avez dit, et nous le reconnaissons, on ne peut pas avoir un championnat sans club. Mais la fédération a quand même dit qu'on ne veut plus d'associations. Vous-même vous l'avez dit également, on veut des structures qui permettent qu'on voit quand même un plan économique de développement de l'activité du sport. C'est pour ça qu'il a parlé de entreprise à objet sportif. Merci, honorable Angélbert Essoba Bengonon. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un expert des questions de finances, même s'il faut peut-être tout à l'heure revenir sur la question de beaucoup de téléspectateurs qui ne comprennent pas comment, depuis que cet argent est versé à la FECAFOOT et que les clubs ne reçoivent pas totalement ce que de droit, où est-ce que ça part? Je ne connais pas. Peut-être que quelqu'un va porter la réponse. C'est un auditeur qui va nous plaire. Donc, est-ce que une fois qu'on a essayé de planter les décors, Yaya Bello, vous pensez que la FEDE aussi est comptable de cette situation qui finalement nous crée dans le flou, alors que avec la tutelle, il devrait avoir un échange avant d'aller vers les clubs. Certains estiment que c'est le ministre qui a anticipé, mais la FECAFOOT aurait pu, encore une fois, briller par sa présence, que le contraire à ces échanges qui ne vont pas changer le fond, puisque c'est des questions d'institutions et de mécanismes bien connus. Mais pourquoi cette grogne autour de cette subvention allouée pour le championnat Elite One et tout? Monsieur Mokoko, de nos jours, quand vous prenez la parole dans la place publique à ce qui concerne le football, on cherche tout de suite à vous cataloguer. Est-ce qu'il est pro ceci? Est-ce qu'il est pro cela? Donc, dès que vous avez commencé à prendre votre trajectoire, ça devient compliqué. Moi, je suis d'accord avec monsieur le maire Niemek, qui dit que on ne doit pas
faire un débat de personnes, mais davantage un débat d'institutions. Mais je suis désolé, je crois qu'on est obligé de faire un débat de personnes. Parce que là, ça devient un débat de personnes. Vous savez, la crise à la FECAFOOT, depuis, en tout cas, en ce qui concerne les rapports avec l'exécutif actuel, c'est depuis février, lorsque le chef de l'État lui-même, dans un discours solennel à la nation, a dit que j'ai donné des instructions claires au gouvernement, notamment au ministre des Sports, de prendre, il a dit dans un discours solennel, là, il n'y a plus de débat. Et tout n'a pas commencé en 2024. Vous vous souvenez, quand l'exécutif actuel est arrivé, il n'y avait pas de problème. On donnait l'argent. Il n'y avait aucun souci pour aller au mondial. Même, ils ont même demandé encore qu'on ajoute de l'argent. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, quand l'État décide donc de mettre son œil, disons comme ça, sur la façon dont l'argent public, l'argent des Camerounais, avec toute la souffrance que vous voyez aujourd'hui, mais ça devient un problème. Moi, je crois qu'il y a un problème de personne. À la fois du côté de la FECAFOOT et aussi du côté du ministère. Du côté de la FECAFOOT, je pense que l'exécutif actuel, avec son président, ont du mal à concevoir que le ministère des Sports est leur tutelle. Parce qu'on ne comprend pas que vous êtes une association privée, certes, exerçant une mission de service public. Au lieu de saisir votre ministère d'attache, votre ministère de tutelle, vous partez saisir directement le président de la République. Je me souviens, quand il y avait le débat sur le sujet de la nomination de l'encadrement technique à l'équipe nationale. Je me souviens avoir vu une correspondance venant du secrétaire général de la FECAFOOT qui expliquait au ministre des Sports. Il a dit quelque chose en français facile. Au ministre, professeur agrégé, on écrit une correspondance, on lui dit en français facile. J'ai vu une correspondance de la FECAFOOT où on répercute les instructions de la présidence au ministère du Sport. C'était la dérive. On est resté dans la défiance C'était la défiance de l'institution. J'ai suivi le président de la FECAFOOT avant-hier dans un média international, encore que je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas à Camdis. Tous nos stars là que nous célébrons, quand il faut parler, c'est à France 24, à RFI. Alors qu'on a des magnifiques studios ici. Les Camerounais nous suivent ici. Donc, il vient faire une communication dans le sens d'apaiser. Mais il vous dit que c'est lui qui a raison. C'est lui qui a la légalité de son côté. C'est-à-dire qu'il vient vous dire que, en d'autres termes, on va fonctionner comme moi je veux là. Il a même dit, je cite, moi quand je veux parler, je te regarde dans les yeux, je te parle. Donc vous voyez qu'il y a toujours de la défiance. Et ça n'aide pas. L'honorable a raison de le dire, ça ne nous aide pas. Cette affaire nous fatigue. Moi je pense que c'est du gâchis. C'est-à-dire que quand vous voyez l'exécutif actuel, dirigé par un grand du football mondial, avec toutes ces connexions, tous ces réseaux, on aurait pu avancer. Mais on a passé une année ou presque 2 années dans des problèmes. Aujourd'hui, où est le bilan? L'heure du bilan va venir. C'est seulement des problèmes avec la tutelle. Bon, bref. Donc, moi, je pense que du côté du ministère aussi, on ne comprend pas quand même. C'est quand même, j'avais dit disproportionné, peut-être c'est pas le mot. Qu'on traverse, on laisse la FECAFOOT, qui est la seule entité en matière de football habilitée pour recevoir la subvention de l'État. On part directement vers les clubs. Mais ça, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que vous avez donc l'impression, je suis désolé. Elle était invitée à cette concertation. On ne l'a pas mise de côté, elle n'a juste pas daigné fait acte de présence. Qui est la FECAFOOT? La FECAFOOT a toujours été invitée dans les consultations du ministère des Sports. Et pourquoi refuser toujours? Mais je ne vois jamais entendu le ministre de sa tutelle. Le président de la FECAFOOT. Il faut quand même donner la primeur à la FECAFOOT. Oui, ça n'empêche pas que la bienséance voudrait quand même qu'on défère à m'inviter avec les chefs de service, je viens. Vous invitez le président de la FECAFOOT et vous invitez le président de club. C'est pas alors, la primeur. Il va conclure après Bertin. C'est parce que c'est les individus qui interviennent. Je conclue en disant que malheureusement, c'est un problème de personnes.
Malheureusement. Malheureusement, parce que nous avons l'impression que la hache de guerre n'est pas enterrée. J'ai vu la sortie de Samuel Eto'o avant-hier. J'ai vu l'action du ministre des Sports. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Donc, malheureusement pour le football camerounais, malheureusement pour nous, je crois que c'est regrettable. Alors, en direct sur Cam10 Télévision, nous sommes toujours dans les studios feutrés de la chaîne républicaine. Merci à vous de nous rejoindre au grand débat qui va encore une fois en tour de table se pencher sur la question de la subvention pour le fonctionnement du football. Il y a beaucoup de commentaires, certains qui estiment que c'est du gaspillage, beaucoup de fédérations n'ont même pas de quoi gérer leur équipe nationale et que le football a tout, c'est toujours l'enfant chéri. Malheureusement, c'est là-bas on entend toutes les situations délicates. Bertin Noah, qu'on le veuille ou pas, même du côté du FDC, quand il y a une question de compte, une question d'argent, ça fâche. On ne va pas toujours jeter le dévolu sur les présidents de clubs, qui eux aussi ont le droit de dire que ne nous demandez pas les comptes à nous, quand vous n'arrivez pas à faire le compte de vos exercices. On était à 3 ans déjà la semaine dernière de l'exécutif de la FECAFOOT en place. Pour vous, quelle peut être la sortie de cette situation délicate qui malheureusement nous amène à ouvrir le débat ce matin encore? Je trouve nécessaire, M. Aimé, de vous dire que il n'y a pas de moindre maillon dans la chaîne. Tout maillon dans une chaîne est important pour que celle-ci fonctionne. Que ce soit à partir du ministère des Sports, qu'au niveau de la FECAFOOT et des acteurs que nous avons sous la main, tout le monde doit respecter le rôle qu'il doit jouer, les fonctions qu'il doit assumer et de tout ce que cela va avec. Tout à l'heure, M. Bello a présenté quelque chose à laquelle nous retrouvons que le ministère des Sports se retrouve aussi en train de faire des erreurs. Avec quelqu'un à la tête qui est... On peut multiplier ça. Il est expert, il est spécialiste dans les problèmes juridiques. Je pense qu'il faut que tout le monde arrive à voir son net rôle qu'il doit jouer pour que tout se passe bien ou bien les choses rentrent à la normale. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pour que les Camerounais qui sont attachés au sport, ils sont en train de vivre des mauvais moments. Et à tout moment que quelqu'un va prendre la parole concernant le football, les gens vont te positionner. Ça ne laisse plus les citoyens libres des opinions. Dès que tu parles à telle fin, on te classe. Et quand on te classe, on te donne à manger ou pas? On te classe et tu n'as plus écouté. Monsieur Moukoko, il faut que l'État, ou bien le sommet de l'État, parce que nous tous, nous sommes d'État, mais nous tous, on n'a pas des rôles les mêmes. Il faut que la présidence de la République, qui est la haute d'un État, arrive à réagir pour une autre fois. Parce que ça continue. Et ça nous fait croire que tout le scénario qu'on a vu dernièrement autour de l'entente de ci et ça, c'est venu encore tromper les Camerounais qui ont vu ces images. Et pourtant, le mal ne fait que ça s'approfondir. Il faut que le sport, le ministère des Sports, la fédération et les acteurs, chacun joue son rôle. Je voudrais répondre quelque part où vous avez posé la question de savoir concernant les présidents de club. Pourquoi eux-mêmes, ils ne respectent pas ce qui est à leur niveau? Non! On ne peut pas les prendre moins, alors qu'ils sont des acteurs qui respectent tout ce qui leur revient. Ils font beaucoup d'efforts, hein. Il y a beaucoup même qui sont en règle. Combien de clubs, je lisais un document l'autre jour, il n'y a pas de clubs qui sont vraiment à enlever le chapeau. Hein. Tout le monde s'est habitué à faire un scénario où c'est un business. Et maintenant, pour recadrer les choses, ça devient difficile. Mais tout le monde tend la main
pour recevoir l'argent. Bien. C'est pas bien. Alors, on va essayer, avec votre permission, messieurs, d'être un peu plus court sur le deuxième et dernier tour de parole. On parlera des questions de sécurité. C'est vrai que la dernière thématique reste d'actualité. Il faut informer ceux qui nous regardent. Ce que je vais souhaiter, oui. Il faut dire à ceux qui nous regardent. Alors, honorable, le temps pour lui de chuter. Comme il n'a pas beaucoup à dire, il va prendre 30 secondes. Oh, merci beaucoup. Merci. Je voulais vous dire que... Même s'il y a une question ici, quand on veut bafouer le rôle de la tutelle, finalement, ça va devenir une république où chacun fait ce qu'il veut, alors qu'il faut rendre compte à qui de droit. C'est un téléspectateur qui demande pourquoi la FECAFOOT ne veut pas... C'est pas le débat. Donc, la tutelle n'est pas la hiérarchie, c'est la confusion qui est organisée. La tutelle est réglementée. Vous ne pouvez même pas la bafouer. La preuve, lorsque la FECAFOOT s'est trompée en faisant sa demande à la présidente, on a renvoyé ça à la tutelle. Vous ne pouvez pas. Pour en avoir envie, mais ça marche presque jamais. Il faut éviter ça. La deuxième chose que je voudrais vous dire, en matière de contrôle du compte public, il y a un seul juge. Même l'auditeur, il y a l'audit administratif, l'audit judiciaire. Il n'y a que la Chambre des comptes qui est le juge des comptes publics, il faut le savoir. Donc le moment venu, bon, moi je suis surpris. Je veux dire deux choses en matière de compte. D'abord de contrat également. Vous entendez parler de contrat avec les partenaires. Dans chaque contrat où on mobilise l'argent, il y a des clauses de confidentialité. Vous le savez. On n'a jamais rendu public toutes les clauses. Ce n'est pas, même les États ne le font pas. La deuxième chose, si vous estimez qu'on a donné l'argent de la subvention à quelqu'un d'autre, d'abord, ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi quelquefois il y a des programmes. Lorsqu'on esquive l'appui budgétaire, on peut avoir que. Il n'y a pas le réceptacle budgétaire pour mettre de l'argent. On crée un programme. Dans le budget, le cadre budget national, vous ne pouvez pas envoyer la subvention en matière de football qu'à la FECAFOOT. Vous ne pouvez pas. Pour le faire, il faut créer un programme de loger l'argent là-bas. Il vous a dit que l'une des choses, c'est la dotation ponctuelle, c'est un programme. Donc il ne faut pas que les gens... C'est vrai que c'est les acteurs qui dérangent. Moi, je voudrais rester sur les institutions. L'État subventionne toutes les fédérations à travers... Enfin, tous les sports à travers leur fédération. Il va en rester ici. Maintenant, l'État est libre également de donner l'argent au président de club. Et moi, je voudrais souhaiter que la première chose à faire, le premier accompagnement à faire pour le président de club, c'est les former pour qu'ils deviennent des entreprises à objet sportif. Lorsqu'on aura atteint ce niveau-là, dans le budget, il va y avoir un réceptacle qui va permettre de mettre l'argent. Avant ça, c'est très difficile. Dernière chose, c'est que, je vous ai dit, la fédération fixe les règles. Vous me subventionnez pour gérer un pan de l'activité publique, n'est-ce pas? Je fixe les règles et c'est moi qui ne rends compte, pas quelqu'un d'autre. Si je rends mal compte, vous savez qu'il y a plusieurs institutions. On peut envoyer d'abord un audit administratif qui relève des manquements, un audit judiciaire qui vous traduit. Et puis à la fin, la Chambre des comptes se saisit. La Chambre des comptes rend compte parce qu'elle n'est pas une cour. Le moment venu, le président va choisir d'envoyer qui il veut devant les juridictions. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Merci Sylvestre pour c'est un éclairage pour le faire. Alors, je voudrais que Stéphane dise aussi son mot de fin sur cette question, même si, entre guillemets, la situation court toujours. On ne peut pas tout obtenir aujourd'hui, mais quel serait l'idéal dans votre pensée pour résoudre ce problème dans de meilleures conditions? En 3 minutes. Je voudrais repréciser ma pensée qui a été, ma foi, édulcorée tout à l'heure. Je voudrais dire que la Fédération camerounaise de football est certes l'entité privée qui a reçu de l'État du Cameroun la concession de gérer le football camerounais, mais la loi reconnaît la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je parle de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je ne parle pas des autres ligues. Parce que là, nous parlons du football professionnel. Et pendant de nombreuses années, je parle sous votre contrôle, M. Aimé Moukoko, la Ligue a reçu des subventions de l'État. J'ai dit des subventions, pas des dotations. Les subventions. Très bien. Lorsque je l'ai dit, il ne faut pas qu'on prête des intentions au ministre des Sports. La Fédération camerounaise de football a adressé en date du 20 novembre une correspondance au ministre d'État, secrétaire général à la présidence, au fin de lui faciliter ou d'ordonner qu'on mette à sa disposition les subventions concernées. Mais au même moment, je vous ai dit qu'il n'y a pas plus renseigné que la présidente de la République. Il y a plusieurs acteurs qui se plaignent. Lorsqu'on vous dit que les clubs ne respectent pas ce que la FECAFOOT dit, mais quand un club, nous sommes dans une association, les statuts sont là.
Il y a un cahier de charges. Vous ne respectez pas, vous ne jouez pas le championnat. C'est aussi simple que ça. On ne vous laisse pas jouer, mais lorsqu'il faut jouer votre rôle, vous ne le faites pas. Donc, si vous connaissez un seul club, j'entends des gens dire que les clubs ne sont pas professionnels. Non, mais la professionnalisation n'est pas seulement un état, c'est une dynamique. C'est une opération qui progressivement s'améliore. Et je vais vous dire, pour le canon sportif dont je suis particulièrement fan, il y a une association. Il y a le président de l'association, le président général qui est M. V, et il y a le président du conseil d'administration qui est M. Mevois. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il y a les clubs, il y a la société et il y a l'association. C'est pas la même chose. Et au niveau de l'association, c'est à ce niveau qu'on gère le football amateur. Pour revenir donc, quelles sont les propositions à faire? En ce moment, il faut le dire, et je suis tout à fait d'accord avec l'honorable Bengono qui a si bien pu le dire avec des mots un peu plus savants, que la fédération ne nous aide pas beaucoup. Lorsque vous outrepassez la tutelle et vous allez directement agresser les correspondants au ministre d'État, et on peut en citer comme ça plusieurs fois. Quand vous le faites, le ministre des Sports se sent blessé. Qu'est-ce qu'il fait? À un certain moment, il dit, bon, puisque ces gens ne veulent pas collaborer avec moi, je vais respecter. La personne qui sont allés voir m'a demandé de tenir une réunion concertée. Parce que j'ai peur de l'appeler en privé et pour qu'il raconte d'autres choses. Donc, il vaut mieux que ce soit là en public. Et je dis, vous êtes empêché, la fédération, il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête. La fédération, ce n'est pas seulement M. Eto'o. La fédération, ce sont ces clubs-là. Ce sont eux les membres. Vous avez dit tout à l'heure que l'État, c'est nous tous. Ces clubs-là sont les membres de la FECAFOOT. Si ces clubs n'existent pas, la FECAFOOT n'existera pas. C'est pour ça qu'on parle de fédération. Elle fédère les associés. Donc, si ces associations ne sont pas là, ces présidents de clubs ne sont pas là, la fédération n'existe pas. Si vous êtes empêché, vous envoyez un de vos représentants. Et Dieu seul sait combien de vice-présidents il y a. Oui. Et Dieu seul sait combien de membres du comité exécutif on peut retrouver. Oui. On pouvait bien envoyer. Tout au moins pour nous montrer, pour montrer même à vous supporters que je respecte au moins la tutelle. On est d'accord sur ça. Il y a mieux. Il y a mieux. Oui. C'est-à-dire pour compléter c'est une passe en profondeur pour la suite. Oui, non, et vraiment, parce que 2 minutes, on doit sortir. Il faut que ceux qui nous regardent comprennent très bien. Oui. La subvention, pour qu'on vous l'octroie, vous produisez à l'appui de votre requête ce qu'il a appelé un compte d'emploi. Et le de l'ancienne subvention. Oui. Donc, le compte d'emploi a cette vertu que vous qui acceptez de s'engager, ce n'est pas facile. Dans la mise en place des entreprises à objet sport. Ce n'est pas évident. C'est des sacrifices parfois. Le minimum que l'État leur donne doit leur parvenir d'une façon ou d'une autre dans la transparence et la clarté et la sérénité pour que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments. Parce qu'on ne veut pas avoir une subvention de 560 millions de francs et vous continuez quand même à gratter dans le budget familial pour payer les joueurs, les entraîneurs et autres. Donc, il faut vraiment que la sérénité revienne parce que tout le monde comprend bien son rôle. Chacun doit rester vraiment dans son rôle. Merci, honorable. J'ai beaucoup apprécié le contrôle orienté de Stéphane et Digui à l'endroit de l'honorable. Ils ont partagé très peu pour aller vers une... C'est la logique. C'est très élégant. Alors, on joue collectif sur le grand débat. Se ressaisit. L'argent du sponsoring et tout ça, envoyé au club. Oui. Ce n'est pas dit. Il faut laisser ça. Il faut respecter les clauses. Les conventions ont des clauses. On était déjà passé dessus. Il va chuter. Il va chuter. Il faut respecter. C'est proposition à lui. C'est comme l'impôt. L'impôt n'a aucune contrepartie directe. Non, mais les clubs n'abordent pas tous ces éléments de façon gratuite. On va pas entrer dans le débat aujourd'hui. Il faut respecter les clauses. Mais ça doit être respecté. Ouvrons le débat avec la parole de finances publiques. Non, elle a dit tout à l'heure. On n'a pas inventé l'Africafoot aujourd'hui, c'est depuis 1960. Les clubs comme le Canon Sportif de Yaoundé, le Tonnerre Kalara Club, ils sont là depuis 1960, 65. Ils ont fait comment pour survivre. C'est pas aujourd'hui qu'on va venir leur apprendre ce que c'est qu'un club, comment on gère un club. Donc, lorsqu'il y a des recettes qui doivent aller vers eux, envoyez-les. Envoyez-les leur. Ne fuyez pas avec les recettes de stade. Maintenant, ça c'est barbare. Maintenant donc, c'est ce qui s'est ça ne donnera pas.
ça ne donnera pas. Allez, Voilà, ça ne donnera pas donc une occasion Moi, à la des tutelle. choses extraordinaires qui sont S'il vous plaît, pas s'il vous plaît. Ça ne donnera pas donc l'occasion à la tutelle C'est ou le pas prétexte de saisir directement Ce n'est pas pour les nous, clubs. faut laisser Et aussi, faire. Toi, tu es malade. on a parlé d'autonomie souffres trop. financière. Faut chuter. Oui, oui. Mais quand on vous donne de l'argent de l'État, vous devez justifier de l'utilisation. Vraiment, il n'y a rien à faire. Les Camerounais souffrent. On ne peut pas L'État vous donne, vous prendre justifiez. 500 millions, 600 millions, on donne aux footballeurs et puis on ne justifie pas. Non, c'est pas possible. C'est Qui vous a dit important. ça? On parle des questions importantes Non, et mais on tu veut peux saluer pas tous sur la chaîne les d'État. acteurs Tu vas du faire mouvement comment? sportif qui nous regardent ce dimanche, en particulier ceux du football. Merci à la FECA Foot qui est connecté, hein, parce qu'il faut dire que l'avantage du grand débat, c'est que on en sort avec de bonnes propositions. Maintenant, à chacun de mettre un peu d'eau dans son verre encore. Il faut et tuer que l'ego. on ne- Et on même ne quand je refuse pose le une droit de question sans personne. répondre. Alors, Est-ce que Yaya Bello a sur lui on un va- seul exemplaire du compte d'emploi sous Iya Mohamed? On en Oui. parlera tout à Moi, l'heure. j'en ai. Transition À la fin de pour l'émission, je vais te la le dernière. J'en ai. Ça veut dire qu'on rend compte à qui le droit? C'est ça le On va saluer le président directeur général de Camdis Télévision qui est lui aussi très impliqué dans les questions d'actualité, hein, pour la République. Et rapidement, messieurs, on va pas aller plaider pour une augmentation de temps, pas de temps additionnel. C'est comme au football, si c'est 90 minutes, et bien c'est 90 minutes. Alors ce que nous allons faire, ce sera un exercice très délicat en 90 secondes chacun. La chance que nous avons, c'est que la thématique qui va s'afficher au bas de l'écran reste d'actualité puisque nous sommes en train de rentrer dans la période des fêtes de fin d'année et nous allons justement toucher du doigt la réalité avec nos équipes sur la question de sécurité. Est-ce que les Camerounais dans les 10 régions passeront de meilleures fêtes? En tout cas, les institutions formelles et fortes ont été données lors de la rencontre entre les gouverneurs des régions et le patron de l'administration territoriale. Je voudrais en une seule prise pour chacun avoir un avis sur ce qui peut être amélioré par rapport à ce qu'on a vu les précédentes années dans la sécurité des biens et des personnes pendant la fête. Il a été très décent, très poli. C'est d'ailleurs le meilleur panéliste sur le plateau, selon certains téléspectateurs. Bertin Noah du FDC. Nous sommes déjà dans les fêtes et on n'est pas resté indifférent à cette initiative. Est-ce que ce sera plus dur? Parce qu'il y a des régions quand même réputées très tendues, souvent en termes de tranquillité ou en termes de respect de la paix ou de la quiétude des uns et des autres. La solution de la sécurité au Cameroun ne peut pas se focaliser seulement par les autorités compétentes remettre les villes en éclairage. C'est la première des choses pour nous. La deuxième des choses, c'est au niveau des forces de maintien. Dernièrement, j'étais dans un plateau d'une autre chaîne sur l'émission 90 minutes en face. Je suis rentré tard. Vous avez comme l'impression que pendant la nuit, en dehors des patrouilles, il n'y a pas assez des hommes en route, des policiers, pour donner encore plus de garanties aux Camerounais. La route se trouve vide et ça laisse l'opportunité à ces individus de mauvaise foi de multiplier encore leurs assauts. Et à ce niveau-là, ça devient compliqué. Ce sont les Camerounais qui sont à risque. Il faut que les autorités compétentes aident les Camerounais à se réjouir pendant ces dernières semaines de fin d'année. Merci beaucoup. On a quand même vu un déploiement visible, hein, de beaucoup d'hommes en tenue dans les différentes ruelles du Cameroun. Il y a Yaoundé, Douala partout. Sylvestre Niek, en une minute, vos attentes par rapport à... Je n'ai pas d'attente. Je voulais quand même reconnaître que en matière de maintien de l'ordre public, le gouvernement, pas l'État, fait
ce qu'il doit faire, avec les moyens dont il dispose, pour le dire. Il n'y aura jamais un policier derrière chaque Camerounais. Mais je vais finir comme dans chaque émission de télé en Europe en hiver, sortez couvert. Vous devez recommander aux Camerounais, vous ne pouvez pas vous plaindre du mal-être. Et profitez des fêtes pour dépenser ce que vous n'avez pas. Donc soyez modestes, rentrez assez tôt, protégez-vous, n'attendez pas toute l'état. C'est le moins qu'on puisse leur dire. Maintenant, pour le reste, ceux qui ont, vous savez, la solidarité que nous convoquons tout à l'heure, mon frère Bengono, elle doit réagir, elle doit agir. Hein, c'est-à-dire, si mon jeune frère en a un peu plus que moi, que ce soit une occasion pour qu'on se retrouve, qu'on partage. Parce qu'en fait, les fins d'année ne sont que des dates, des moments, des instants qui vont passer. Janvier arrive, donc vivement que je souhaite bonne fête à tout le monde et qu'on puisse se retrouver effectivement en début janvier, chacun de nous en meilleure santé qu'aujourd'hui. En meilleure santé et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Absolument. Le mot est simple. On se plaint de l'insécurité, mais on est souvent dans une situation très délicate pendant les fêtes. Je voudrais que Stéphane Edigui écrase aussi sa minute, comme les autres, par rapport à ce qu'il espère en termes de mesures respectées et renforcées pour la sécurité des biens des personnes pendant les fêtes de fin d'année. Et même Moukoko, vous comme moi, nous sommes amoureux des arts martiaux. Il faut demander aux Camerounais de pratiquer les arts martiaux. Parce que avant d'attendre que la police ou la gendarmerie interviennent, vous devez être capable de pouvoir vous défendre face à 1, 2 ou 3 personnes, même quand ils sont armés. Je crois que vous savez, vous le savez aussi, la self-défense, il faut l'apprendre. Moi, je suis pour qu'on puisse introduire dans notre système ce qu'on appelle le service militaire. Il faut que, à partir de la 3e, par exemple, ou même, si vous voulez, en terminale, que les enfants aient la possibilité de flirter avec la formation militaire. Et de se faire justice soi-même? Non, 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 non. Je crois qu'au Gabon, on a introduit ça dans la Constitution. C'est important. Il y a un esprit qu'on donne aux militaires. C'est l'esprit civique. On a un réel problème de civisme et de patriotisme aujourd'hui. Quand on voit des jeunes là, c'est pas parce qu'on est oisif qu'on doit nécessairement verser dans le vice. Tout à fait. Donc le problème, c'est celui-là. Il faut introduire nécessairement le service militaire. Autre chose, il faut électrifier les villes. Plus il y a le noir, plus il y a le mal. Vous voyez, l'axe présidentiel est un axe dangereux. Si vous tombez en panne là-bas, vous êtes foutu. Moi, je parle de ça parce que je passe par là tout le temps. C'est-à-dire entre Feu Tongolo et axe Carrefour du Palais. Pas de poste de police. Pourtant, on vient faire les passeports là. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans une zone comme Olembe, où j'habite au niveau, dans la zone du stade, derrière le stade Kansek, il n'y a pas de poste de police là-bas. Il n'y a pas de poste de gendarmerie. Bien. Donc, il faut multiplier les patrouilles compte tenu de l'urgence, à défaut d'implanter des postes de gendarmerie. Merci Stéphane Edigui. Yaya Bello, pour des fêtes plus éclairées, plus sécurisées, même des caméras. Certains me demandent qu'on améliore le système de caméras de surveillance. Je suppose que ça fait partie des éléments discutés avec les gouverneurs par le MINAT il y a quelques jours. Quel est votre mot par rapport à cette thématique qui s'ouvre et qui nous permettra, on l'espère, de revenir constater l'effectivité de la quiétude des Camerounais pendant cette période estivale? Moi, je pense qu'au-delà même de ces périodes de fête, c'est la recrudescence du banditisme et de la criminalité dans nos villes et même dans nos localités reculées qui préoccupent les Camerounais. Et merci, les autorités aussi, on sait qu'ils sont bien outillés, ils font ce qu'ils doivent faire. Parce que vous constatez aujourd'hui, nous sommes à Yaoundé, la capitale. Vous constatez que Yaoundé est aujourd'hui, je dis comme ça, près de 4 à 5 millions de Camerounais vivent à Yaoundé. Officiellement, je crois que c'est 1 ou 2 millions. La pauvreté a chassé les gens dans tous les villages. Il n'y a pas d'opportunité. Même pour faire le lycée, il n'y a rien. Les gens viennent donc en ville pour faire des petits métiers qui ne donnent même pas forcément. Aujourd'hui, vous avez à Yaoundé des conducteurs de moto-taxi qui ne sont pas identifiés, ni même identifiables, qui arrachent les téléphones. Vous êtes là en route avec votre téléphone, ils arrachent, ils agressent même les gens. Vous avez suivi le cas de Mobile Omnisport il y a 3 mois où une dame a été assassinée par... Donc, la criminalité croît. La nature de la menace s'accentue. Je crois même que c'est devenu, entre guillemets, une guerre urbaine. Parce que les bandits sont partout. Voilà, les microbes même sont arrivés à Yaoundé.
Dans mon quartier, ils ont intervenu, ils ont agi ici là à l'Omnisport il y a 1 ou 2 semaines. Vous savez, le phénomène de microbe, vous avez vu les images, non? C'est-à-dire qu'un groupe de personnes armées de machettes et de couteaux. Ils viennent en moto. Vous êtes même dans votre voiture, ils viennent, ils cassent. Donc c'est grave. Donc je dis, c'est tant mieux. Il faut que nous saluons nos forces de défense et de sécurité et même nos forces de maintien de l'ordre, qu'ils continuent. Maintenant, la menace a muté. Il faut aussi que la riposte à cette menace aussi s'adapte pour que les Camerounais, que ce soit dans la capitale ou ailleurs où il y a les enlèvements contre rançon et tout, pour que les Camerounais aient aussi la quiétude dans leur vie quotidienne. Merci Yaya Bello. En un mot comme en mille, honorable Isoba Bengono, sortons couvert. Je crois que non seulement sortons couvert, au-delà des propositions très pertinentes que les uns et les autres ont faites ici, qui sont pertinentes, hein, l'éclairage, au-delà des arts martiaux, il y a des comportements de sécurité à titre personnel. Mais je voudrais surtout, en appui aux forces de maintien de l'ordre que Yaya Bello a félicité, il les félicité aussi, surtout demander aux populations de renseigner les autorités. Moi, je suis dans une circonscription où la nouvelle criminalité porte sur le vol du bétail, du petit bétail et les poulets et autres, que d'autres ont pris la peine d'élever pour la période des fêtes. On vous dit que des jeunes viennent dans une voiture ou sur une moto, ils font la razzia de toutes les chèvres. Il faut dénoncer ça, donner l'information au sous-préfet, donner l'information à la gendarmerie pour qu'on mette la main sur ces enfants qui parcourent. Vous voyez, ils partent de Mbankomo jusqu'à Maton. Oui. Dans le Nyom-Ekele. Tout à fait. Ils font cette forme de criminalité dans les brousses, ils vont à Bikok, ils vont à Konor, ils ramassent tout ça, ils viennent vendre ici à Yaoundé. Et ça met déjà dans la zone rurale, on n'a pas assez de ressources. Quand en plus ces jeunes viennent vous prendre ce que vous avez préparé, soit au champ, soit votre petit élevage pour avoir quelques revenus, ça pose sérieusement un problème. Et la solution, c'est le renseignement. Parce que très souvent aussi, on sait qui fait ça au village. Donc, donnez le renseignement aux autorités, appuyez-les, donnez-leur le bon renseignement pour qu'on passe des fêtes responsables. Et comme disait mon ami Niek, pensez que tout ne se résume pas à Noël et Nouvel An. Il y a janvier qui arrive. Quelqu'un disait, vous allez fêter, vous allez vivre en janvier suivant votre comportement de décembre. Il avait raison. Soyons sérieux, soyons responsables, soyons modestes. La vie est difficile, mais essayons de faire en sorte que la joie soit dans notre entourage. Et les autorités ont certainement reçu comme un plaidoyer citoyen ce que les propositions des uns et des autres ici, et la Constitution nous assigne, nous citoyens, la responsabilité de contribuer à la défense de notre pays. Et vraiment, chacun de nous doit apporter sa contribution. Merci, honorable. Voilà qui met un terme aux différentes prises de parole. Angèle Issoba Bengono du RDPC, Yaya Bello du PCRN, Bertin Noah du FDC, Niek Sylvestre Lebel de l'UPC et puis le président de Let's Protect Our Stars, Stéphane Digui. On rappelle qu'il y a des personnes véreuses dans la nature, pas seulement pendant les fêtes, mais la recrudescence des mouvements à gauche à droite doit nous interpeller à plus de vigilance. Dénonçons, collaborons avec les forces de maintien de l'ordre. Le phénomène de microbes ne vient pas de nulle part. On connaît souvent qui sont ces enfants. Il faudrait cette forte collaboration avec nos chères forces de maintien de l'ordre à qui on doit tirer un coup de chapeau parce que c'est souvent au péril de leur vie qu'ils nous préservent du danger. Mesdames, Messieurs, soyons modestes et que cette fête de Noël que nous célébrons dans quelques heures soit une fête de résilience et davantage de communion avec l'Éternel pour ceux qui sont chrétiens. Bonne fête de la Nativité. Merci encore à toutes les équipes derrière la production du grand débat de ce dimanche. Vous avez déjà les nouvelles dates et horaires de rediffusion déjà ce dimanche et puis lundi, mercredi, jeudi. Merci encore au top management pour la confiance. On espère, avec les bénédictions, se retrouver dimanche prochain pour la dernière émission de l'année du grand débat. Bon appétit si vous êtes à table et à dimanche prochain. Au revoir.